fonction de l'analyse de plusieurs paramètres que je vais vous présenter, et puis en m'appuyant sur la littérature scientifique, j'ai essayé de concevoir un programme qui tente de répondre aux besoins puis aux problématiques de l'inclusion scolaire des enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme ou un TSA. Je vais beaucoup parler de TSA ce soir, si ça va pour vous. Il s'agit donc d'un programme à une phase qui est pour l'instant essentiellement théorique et puis qui demande qu'à être testé à l'occasion d'une étude pilote. D'ailleurs, il y a plusieurs intervenants, quelques enseignants, des ergothérapeutes et puis moi-même qui avons essayé certaines composantes au cours de la dernière année pour voir ce que ça donne, mais l'ensemble n'a pas été mis en place. Il s'agit aujourd'hui de vous présenter donc les grandes lignes de ce programme. Et puis, je vous ai mis dans la conversation où vous pouvez trouver sur le site de la HETSL un lien pour avoir le PDF si vous voulez prendre des notes ou quoi que ce soit. Vous avez aussi un document qui reprend des informations un peu plus détaillées si vous voulez aller plus loin. Donc, aujourd'hui, c'est un exemple de processus possible. Il y en a une multitude d'autres qui font sens. Et puis, c'est pourquoi la deuxième partie de la séance, elle aura pour but de pouvoir échanger avec vous sur vos perceptions et puis toute cette problématique de l'inclusion scolaire. Alors, allons-y. Ce soir, on va aborder cette thématique sous 3 angles. Une première partie qui se concentre sur ce que nous disent les écrits scientifiques. Ensuite, je vous présenterai le programme et puis on abordera les perspectives possibles pour le futur. Le contexte théorique, c'est plus précisément ce rapport spécial qu'entretiennent les enfants TSA avec l'école. Et puis ensuite, on va aborder les enjeux et les défis de l'inclusion scolaire qui découlent des besoins identifiés par les familles, par les enfants, les enseignants, les thérapeutes et puis tous les autres intervenants finalement. Et puis, on parlera des solutions qui sont à disposition pour répondre à ce problème parce qu'en fait, dans la région, il en existe déjà une multitude. Je vous présenterai les objectifs et puis la méthode utilisée avant de vous parler du programme plus en détail. Ce programme, c'est comme un puzzle qu'on va essayer de créer avec toutes les pièces qu'on aura rassemblées. Et puis enfin, je vous proposerai une discussion et une conclusion avant de prendre le temps d'échanger ensemble. Donc, commençons à empiler un peu les briques pour construire quelque chose. Voilà. Alors, je vous propose que tout au long de la présentation, on suive cet enfant TSA le long de son parcours scolaire. Pour préciser, les TSA, c'est un ensemble de troubles neurodéveloppementaux qui sont reconnus essentiellement par des difficultés dans la communication et les interactions sociales, des schémas de comportement avec des intérêts restreints et répétitifs, et puis des particularités sensorielles. Aujourd'hui, la majorité des études, elles estiment qu'il y a une prévalence d'environ 1%. Cette prévalence, elle est 4 fois plus importante aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Et puis, l'augmentation, elle est due à plusieurs facteurs environnementaux ou génétiques et aussi à l'élargissement des critères diagnostiques. Les études, elles montrent que les enfants TSA, ils ont souvent des trajectoires difficiles au sein des services. Ils cumulent les difficultés. Ils ont des problèmes d'apprentissage, un retard de développement, bien encore des difficultés d'adaptation. Et puis, tous ces paramètres, ça les rend très vulnérables au sein de notre société. En plus des difficultés individuelles, il peut y avoir aussi des difficultés dans leur propre famille. Les parents se retrouvent parfois démunis pour faire face à tout ça. Et puis, l'environnement, il n'est pas nécessairement toujours là pour soutenir les familles. Tout ça, ça fait que ça mobilise beaucoup d'intervenants, beaucoup d'organisations, des secteurs différents, le monde de l'éducation, de la santé, les services sociaux ou communautaires, et puis bien sûr, vu qu'on est en inclusion scolaire, le milieu pédagogique. Et ces écrits scientifiques, ils mettent en avant que la multiplicité des intervenants, elle rend les choses bien plus complexes. Souvent, l'objectif, il est le même, mais chaque professionnel va analyser la situation d'un autre angle. Et puis, les écrits, ils nous recommandent que les partenariats, ils engagent l'ensemble des professionnels dans un projet commun avec l'enfant et la famille. Actuellement, ces trajectoires de service, elles ont lieu dans un contexte politique suisse qui promeut l'inclusion scolaire, par exemple dans le canton de Vaud avec le projet 360 degrés. Alors, on est dans un contexte où le droit à la participation sociale et scolaire est un fait reconnu, tant au niveau régional, national et puis dans les recommandations internationales, comme par exemple celle de l'ONU qui pousse la Suisse à améliorer ses services auprès des personnes avec un TSA. Celles-ci, donc, de recommandations, elles promeuvent des services interprofessionnels coordonnés.
Donc, si jamais pour la suite de la présentation, je tiens à préciser que quand je parle d'équipe interprofessionnelle, j'inclus aussi l'équipe familiale et puis l'enfant qui sont des membres de l'équipe interprofessionnelle. Alors, on va essayer de se diriger dans les parcours scolaires. Lorsqu'un enfant il arrive en âge d'entrer à l'école, ou bien dans certains cas aussi plus tard, il y a plusieurs organismes qui vont avoir un rôle à jouer dans la décision d'une école ordinaire ou d'une école spécialisée. C'est un moment clé, c'est une transition, et puis c'est une décision importante et stressante pour les familles. Il y a plusieurs études qui relèvent ça. C'est en général à ce moment qu'on effectue ce qu'on appelle une procédure d'évaluation standardisée ou un bilan élargi dans la région. On procède de diverses manières à l'évaluation du fonctionnement de l'enfant, de son niveau scolaire, de son contexte, et puis on demande aux parents et aux professionnels d'estimer les besoins de l'enfant pour prendre une décision. Dans la pratique, ce moment charnière y pose plusieurs problèmes. Ce que les écrits scientifiques y mettent en avant dans la situation actuelle, c'est que l'école inclusive, elle est encore fragile en Suisse. Et puis qu'il faudrait plus de moyens et d'adaptation pour pouvoir suivre ces recommandations internationales de l'ONU, par exemple. Les intervenants scolaires, donc le corps enseignant, ils se sentent parfois un peu soutenus et puis ils n'ont pas assez de moyens à disposition pour faire autant bien qu'ils le voudraient. Et les mesures sont encore très hétérogènes en fonction des régions, des établissements ou même parfois des personnes sur qui on tombe. Il en résulte que l'enfant, lui, il fait des expériences d'apprentissage négatives, que certains ont des pauvres résultats scolaires qui ne reflètent pas bien leurs capacités, et puis qu'ils peinent à s'insérer dans le milieu scolaire, donc leur santé se fragilise. Parallèlement à tout ça, on remarque qu'il y a encore beaucoup d'enfants TSA qui sont en école spécialisée en Suisse. Mais surtout, le plus important à voir ici, c'est qu'il n'y a pas forcément de lien entre le type de scolarité et puis le niveau de développement. On voit que les enfants qui ont un bon niveau, qui fonctionnent, qui sont verbaux et puis qui n'ont pas de déficience intellectuelle ou de troubles du comportement, ils n'ont pas moins de chances d'aller en école spécialisée en 2017. Bon, alors ça a peut-être un peu changé depuis, mais cette étude, elle parle quand même de 50% des enfants qui entrent dans cette catégorie de bon niveau, qui sont dirigés en école spécialisée. Et ça, c'était il y a 5 ans. Ça fait quand même peu de temps. Ce sont donc visiblement des autres paramètres qui sont peut-être moins objectifs qui entrent en ligne de compte pour la décision d'une scolarité en école ordinaire ou spécialisée. Nous allons maintenant nous intéresser aux différences entre un parcours en école ordinaire et un parcours en école spécialisée. Pendant leur scolarité en école spécialisée, donc en orange sur le support, les enfants ils sont souvent dans des classes où les compétences sont très hétérogènes. Dans la moitié des cas, les méthodes utilisées, elles sont peu spécifiques et peu adaptées au TSA. Et puis, ils ont globalement moins d'accès aux loisirs, aux activités culturelles et peu de participation dans la communauté. Alors que de l'autre côté, en vert, pendant la scolarité ordinaire, les adaptations scolaires, elles ne sont pas toujours suffisantes non plus, et puis elles ne sont pas toujours efficaces non plus. Les parents et parfois les intervenants scolaires, ils s'épuisent parce qu'ils manquent de ressources. Il en résulte qu'on trouve un haut taux de décrochage scolaire et puis des cas de harcèlement de plus en plus nombreux. Une étude elle a révélé en 2015 que 25% des TSA ne bénéficieraient pas de soutien scolaire spécifique et puis qu'il y en a 30% qui n'auraient pas de mesure de l'AI. Bon, alors vous me direz, si vous êtes toujours là avec moi, que l'école ordinaire ou l'école spécialisée, est-ce qu'il y en a vraiment un qui est mieux que l'autre finalement? Bon, on va regarder à plus long terme maintenant pour savoir ce qui arrive après l'école obligatoire. Il s'avère que les personnes qui sortent d'une école spécialisée, elles restent dans la majorité des cas dans un parcours scolaire hors inclusion. Donc, elles maintiennent une faible autonomie, elles n'ont souvent pas accès à une formation professionnelle et donc plus tard au marché de l'emploi. Et puis, les rémunérations, elles sont minimes, donc elles vivent dans une précarité économique importante. En école ordinaire, en vert en dessous, il y a une meilleure chance d'obtenir des diplômes et puis ensuite un meilleur accès à des programmes d'insertion professionnelle, par exemple de l'AI ou à des programmes d'aide au logement spécifique au TSA.
En conclusion, il y a bien un écart à combler dans la situation actuelle. Les enfants qui se trouvent entre les deux extrémités, donc à gauche en orange l'école spécialisée et à droite en vert l'école ordinaire, à l'heure actuelle, ils sont en école spécialisée alors qu'ils pourraient avoir les compétences pour suivre un cursus ordinaire, ou alors ils vivent des expériences qui sont négatives en milieu ordinaire, comme par exemple des situations d'exclusion ou d'échec scolaire. C'est ce que j'ai appelé ici, hop, juste là, le gap de l'inclusion scolaire. Heureusement, on est assis sur un grand nombre de solutions déjà existantes. Il existe une multitude de services, d'organismes de référence, de mesures d'intervention et puis de professionnels très impliqués qui sont disponibles en Suisse romande. Et ce programme, il vise à faire émerger de manière structurée un processus qui permette de coordonner et intervenir en fonction de ce qui existe dans les écrits scientifiques et sur le terrain. Vous allez d'ailleurs probablement pouvoir associer certaines structures connues ou bien moins connues dans les différentes solutions existantes. Alors, les solutions qu'on va présenter, elles sont mises en regard du modèle PEOP. Donc, c'est ce que vous voyez en haut à droite. C'est un modèle qui s'intéresse à analyser les personnes, l'environnement et l'occupation pour comprendre les facteurs qui permettent de mener à la participation. C'est un modèle qui vient de l'ergothérapie et puis qui m'a permis d'analyser dans quel domaine ces solutions agissent. Donc ici, premièrement, on a les interventions thérapeutiques et psychosociales, qui sont celles qui sont le plus utilisées pour le moment. Ce sont des thérapies, des aides éducatives, des personnes ressources qui agissent directement sur l'enfant. Avec ce type d'intervention, on va vouloir aider l'enfant à s'adapter à son contexte. Deuxièmement, on a les aspects de coordination et puis les interventions qui visent à soutenir cette fois plutôt l'environnement ou l'occupation. Ici, on veut vraiment aider le contexte à s'adapter à l'enfant. Ce n'est plus centré uniquement sur un seul individu. On va s'intéresser au parcours de soins, on va soutenir les familles dans les moments de transition, on va adapter l'environnement, adapter l'école, et puis on va offrir une formation aux intervenants puis aux parents. Et troisièmement, les solutions, elles peuvent aussi prendre un aspect un peu plus méta, donc plus global, avec des solutions qui s'appliquent à tous les enfants et puis qui tiennent compte des besoins aussi des enfants qui ont des difficultés. Donc, dans cet aspect-là, on va viser à adapter les pratiques dans les milieux scolaires ou bien même dans les politiques. C'est l'environnement qui va pouvoir convenir au plus grand nombre dans les personnes qui ont une spécificité, comme par exemple un TSA. Dans ce type de solution, on a tous les modèles pédagogiques qui tiennent compte des besoins spécifiques, comme par exemple la pédagogie universelle, le concept de connectivité scolaire ou bien encore les politiques d'école inclusive. Bon, ok. Maintenant qu'on a tout ça dans notre sac, tac, 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 comment on va pouvoir imbriquer tous ces éléments? Le but ultime du programme, c'est d'améliorer l'inclusion et l'adaptation scolaire des enfants qui présentent un TSA. Pour ça, on a 6 objectifs qui ont été posés. Chacun des objectifs y répond à plusieurs besoins par différents intervenants et les familles, le corps enseignant ou tous les acteurs du milieu médical. Donc, le programme, il va viser à favoriser l'adaptation sociale, travailler sur la vulnérabilité au stress et à l'anxiété, à renforcer les mesures, donc ce qui est mis en place dans l'environnement pour soutenir l'enfant, et les compétences, donc cette fois directement agir sur l'enfant pour favoriser le rendement scolaire, à améliorer la coordination des services, à améliorer la coordination des services et la collaboration interprofessionnelle, à augmenter l'autonomie dans les activités quotidiennes, et puis enfin, à développer des routines et des stratégies d'adaptation pour les activités informelles. Parce que ce sont souvent ces activités qui n'ont pas vraiment un cadre clair qui sont les plus compliquées pour cette population. Pour structurer la démarche de recherche, c'est le processus pour le développement et l'évaluation de programmes selon Paquette et Chagnon qui a été utilisé. Donc, il s'agit d'étapes clairement définies qui passent par la construction d'une problématique selon une clientèle choisie,
Et puis, en fonction des ressources et des solutions, on va essayer de développer une logique d'action sur la base de plusieurs objectifs. Ensuite, on va réaliser un programme qui tient compte de tous les éléments nécessaires pour la mise en œuvre. Et puis enfin, on va planifier la suite, évaluer, remettre en question constamment tous ces éléments au fil du temps. Puisque nous sommes dans un monde en continuel changement, le programme il doit vraiment être en continuelle adaptation et se remettre en question tout le temps. L'utilisation d'un modèle logique, elle a permis d'assurer la cohérence du développement du programme. Et puis donc, vous pouvez savoir qu'il y a une suite logique à toutes les étapes qui sous-tendent le programme. Alors, regardons le chemin qui nous reste à parcourir pour développer ce programme. Ça paraît être une montagne, mais on va essayer de décortiquer tout ça pas à pas. OK? Alors, on y va. Compte tenu de toutes les solutions existantes dont on a parlé juste avant, ce qu'on va viser à implanter, c'est une inclusion scolaire à long terme. Donc, on ne veut pas uniquement une inclusion pour les premières années scolaires, on aimerait qu'elle reste dans le temps. On aimerait aussi des mesures favorables à tous les élèves, et donc qui ne se concentrent pas uniquement sur l'enfant TSA, mais qui tirent bien compte de l'ensemble des élèves et du confort de chacun. Et puis, on aimerait du bien-être, du confort pour tous les enseignants et les professionnels, ainsi que pour les familles. Les bénéfices qu'on retrouve dans cette slide, ce sera à chaque fois des résultats d'études sur des interventions pour l'inclusion scolaire à l'international. Donc ici, les écrits scientifiques, ils ont proposé des solutions de gestion et d'orientation pour les difficultés sociales, comportementales et puis académiques qui sont propres à la population des TSA. Ils nous indiquent qu'en réalisant des interventions précoces et intensives, en formant davantage les professionnels, et puis en évaluant régulièrement et de manière structurée l'élève et son environnement, on va favoriser l'inclusion scolaire, mais également son maintien dans le temps. Comme on a dit avant, c'est important aussi cet aspect-là. Ils nous disent également que l'inclusion scolaire, elle permet un plus haut taux de participation aux études supérieures. Et puis, pour favoriser la réussite scolaire, ces études, elles indiquent aussi qu'il faudrait poser des objectifs ensemble, avec tous les professionnels, mais aussi avec les familles, adapter l'environnement sensoriel et puis agir sur la modulation sensorielle de l'enfant, planifier et anticiper les transitions et donner du soutien dans ces moments charnières. Et puis finalement, il y a plusieurs recherches qui appuient le fait que les enfants qui ont un soutien dans les relations sociales, donc encore une fois, c'est ces activités informelles, implicites, ils ont plus de chances ensuite de pouvoir s'engager dans les occupations scolaires au sens large. Maintenant, on va parler des composantes du programme. Donc, c'est une série d'interventions qui sont à mener. Elles sont présentées sous forme un peu de boîte à outils, dont je vais vous donner quelques exemples. Et puis, chaque composante, elle adresse plusieurs objectifs du programme, puis elle répond à un système complexe et connecté qui sont issus des enjeux et des écrits scientifiques dont on a parlé juste avant. Par exemple, le premier, pour le groupe de compétences socio-émotionnelles, on permet un apprentissage explicite de tous les un apprentissage social explicite plutôt que tous ces apprentissages sociaux implicites. Par exemple, pour un enfant qui a besoin d'apprendre à gérer les tours de parole, on va vraiment verbaliser avec lui « je suis en train de parler et donc il faut que tu patientes un peu avant de t'exprimer ». Ou alors, ça fait longtemps que tu me parles de ce sujet, je trouve intéressant, mais là, ça devient un peu long pour moi. Donc, on va favoriser les entraînements explicites et puis on va favoriser aussi les entraînements en milieu écologique. C'est plus efficace d'agir directement dans l'environnement de l'enfant. En tout cas, de pratiquer ce qui a été entraîné ailleurs pour qu'il puisse le reproduire dans la classe. On va utiliser le modèle ludique et puis le renforcement positif, surtout chez les plus petits. Puis après, dès 8 ans environ, on voit que les intérêts de l'enfant, ils se tournent beaucoup plus vers ses pairs. Alors, cette fois, on va utiliser le coaching entre pairs et puis favoriser le partage de stratégies. Et les écrits scientifiques mettent aussi en avant des bénéfices pour ce type d'intervention pour des enfants qui n'ont pas de TSA. En fait, elles montrent que les enfants qui n'ont pas de TSA, ils ont aussi certaines fois de la peine dans les domaines sociaux. Et puis, cet apprentissage, donc, il peut vraiment bénéficier au plus grand nombre, et notamment en guise de prévention du harcèlement.
Donc, le programme, il comprendra aussi un axe d'organisation et de rencontres structurées. À l'intérieur de cet axe, on va retrouver des rencontres 1 à 2 fois par année qui sont structurées par une trame et puis une pose d'objectifs en commun. Des objectifs SMART, ça c'est une manière de formuler les objectifs qui permettent d'être à la fois spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. On va mettre l'accent sur le développement d'une communication continue. Et puis, tous les professionnels, la famille et l'enfant doivent pouvoir communiquer. Donc, pour ça, on utilise des programmes pédagogiques qui sont pertinents et solides dans le temps. Et puis aussi, on rend les parents acteurs des décisions et des interventions. Dans cette composante-là du programme, on va rechercher des moyens pour avoir une vision holistique et commune de la situation. Par exemple, la connaissance des rôles de chacun et puis aussi, y compris du sien. Qu'est-ce que nous, on vient faire dans cette inclusion scolaire en tant que professionnel ou famille? Le soutien à l'élève pendant les temps de classe, c'est vraiment quelque chose de variable en fonction des besoins. Il peut s'appliquer par des mesures pour la classe entière ou bien être en complément de celle-ci. Il s'agit là de permettre des aménagements ou des adaptations à l'école, puis un programme personnalisé s'il y en a besoin. Ce soutien, il est axé sur les bénéfices pour l'enfant, ce dont il a vraiment besoin, et puis, comme on le voyait avant, il fait partie des solutions qui sont spécifiques à l'enfant. Il doit être réfléchi de manière approfondie en fonction de ses compétences. Et puis, par exemple, on va essayer de porter une attention particulière à ce que les mesures ne soient pas une entrave au développement de son autonomie. Donc, ce qu'on va mettre en place en classe, il faut vraiment que ça l'aide à être autonome aussi. Le coaching et l'empowerment des intervenants scolaires, ça, c'est vraiment une composante essentielle. C'est-à-dire qu'elle vise à donner des moyens, des ressources, des stratégies à tous les intervenants scolaires, de leur permettre vraiment d'incarner et puis de se sentir acteurs de l'inclusion scolaire, pas de la subir. Elle commence par une sensibilisation au concept d'inclusion, aux problématiques des TSA et des troubles neurodéveloppementaux au sens large. Mais ça a lieu à toutes les échelles, c'est-à-dire qu'on va passer par la conciergerie jusqu'aux parents d'élèves. Et puis, elle comprend également des formations plus spécifiques, cette fois au corps enseignant, pour appliquer des principes de pédagogie centrés sur les écrits scientifiques, ou alors pour pouvoir tenir compte des compétences sociales dans l'enseignement. Elle vise essentiellement la pratique d'une approche universelle de l'apprentissage dans les classes. Donc, le design universel est le principal atout ici pour cette composante. Ensuite, donc ça, c'était toutes des choses qui ont lieu soit en classe et en dehors, mais toujours avec un lien réel à l'école. Ici, dans l'entraînement spécifique pour l'enfant, ça va avoir lieu en dehors du temps de classe ou parallèlement. Et puis, il s'agit d'un ensemble d'interventions qui vont soutenir cet enfant, soutenir la famille, et puis permettre d'augmenter les chances de vivre une inclusion scolaire positive. On va donc prévoir de l'aider à s'intégrer dans les activités extrascolaires, parce que ça a aussi une influence sur la participation à l'école. On va proposer des interventions psychoéducatives en fonction des besoins pour travailler, que ce soit les habiletés socio-émotionnelles, les habiletés motrices, la modulation sensorielle. Et puis, ça peut se faire en groupe, en séance individuelle avec la famille. On va vraiment proposer un soutien éducatif aux parents, des interventions de coaching parental, bien alors du répit aussi, c'est important pour éviter un épuisement. Et puis, ce sont toutes des solutions qui devraient faciliter l'inclusion et qui n'ont pas lieu directement dans la classe cette fois. Elles doivent être réfléchies et priorisées pour prendre un sens dans la globalité du programme. C'est-à-dire que ce n'est pas la séance hebdomadaire de thérapie d'office, mais c'est les besoins de l'enfant dans son milieu qui rythment les séances de thérapie. J'arrive à la dernière composante qui concerne l'adaptation de la classe. Cette fois, on va adapter la place de jeu, la cour de récré, la salle de sport, les lieux de passage aussi, comme les couloirs, les vestiaires et puis tous les lieux de vie. On va essayer de faciliter la vie de l'enfant pour qu'il puisse participer sans avoir trop de contraintes sensorielles, cognitives ou motrices. Et puis, on va scinder les objectifs d'apprentissage pour pouvoir évaluer vraiment une chose à la fois et essayer de rendre compte des réelles compétences de l'enfant.
On va aider l'enfant à intégrer et comprendre les apprentissages en structurant l'information, en structurant le temps, en structurant l'espace de manière claire. On le soutient donc dans l'organisation, dans la participation et puis dans l'anticipation de tout ce qu'il va faire pour qu'il soit moins parasité par un trop-plein d'informations ou bien des attentes implicites qui ne sont pas claires pour lui alors qu'ils nous semblaient clairs à nous. Voilà, toutes ces solutions, elles ont lieu elles donnent lieu à une boîte à outils qui est pleine maintenant. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses et puis c'était juste un aperçu. Et il va falloir maintenant sortir les bons moyens au bon moment. Pour ça, le programme il est prévu pour s'orienter grâce à un continuum de l'adaptation scolaire. Donc, c'est cette flèche que vous avez ici. Et puis, ça va nous aider à prioriser un peu, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire et dans quel ordre de priorité. Les soutiens spécifiques, c'est souvent ceux qui existent le plus et qui sont les plus utilisés à l'heure actuelle. Mais on aimerait aussi développer le côté vert de la flèche. Donc, les interventions qui visent à prendre en compte une situation dans son ensemble et puis plus un enfant de manière isolée qui va devoir s'adapter à son environnement. Donc, on va s'orienter sur cette ligne directrice en prenant toujours du recul sur les actions qui sont menées. Souvent, pour les plus petits, on va être plutôt du côté orange, à gauche, c'est-à-dire que on va prendre beaucoup de travail sur les fonctions parce qu'il aura plus de difficultés de comportement, par exemple. Et puis, plus l'enfant grandit, plus il fait des apprentissages dans un environnement qui est soutenant, ben normalement, plus on va réussir à tendre à se diriger du côté vert vers les mesures qui s'adressent au plus grand nombre et puis qui facilitent son quotidien à lui aussi. Donc, du côté du soutien spécifique, on va se centrer sur les fonctions. Je vais essayer de vous donner un exemple. On utilisera par exemple l'intégration neurosensorielle pour essayer d'améliorer la modulation sensorielle chez un enfant. Alors que du côté du modèle inclusif, on va essayer de tendre à proposer des stratégies qui aident l'ensemble des besoins, des enfants, excusez-moi. Donc, quand on veut essayer d'aider l'ensemble des besoins, on agit vraiment dans son environnement et puis on ne va plus le prendre comme, par exemple, pour le soutien spécifique, en dehors de la classe ou alors dans une salle de thérapie. Et puis, cette fois-là, alors, on va essayer d'adapter l'environnement. Par exemple, pour la modulation sensorielle, on va essayer de réduire les bruits pour tous les élèves, proposer des casques à disposition de tous. Et donc, on essaye de se diriger d'un côté de l'autre pour être juste au bon endroit entre les besoins spécifiques de l'enfant et le plus possible le modèle inclusif quand sa situation le permet. Entre deux, il y a encore beaucoup de nuances et puis on va se balader sur cette courbe pour pouvoir trouver la bonne intervention pour une situation spécifique. Ici, c'est l'exemple du développement du programme d'inclusion et d'adaptation scolaire. L'idée, c'est pas qu'on s'arrête sur tous les détails, mais que vous puissiez vous rendre compte de comment ça peut prendre forme concrètement, disons. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment des mesures très concrètes qui peuvent se suivre dans un ordre logique et puis qui permettent d'accompagner les familles et les intervenants scolaires autour de l'enfant. On voit aussi que les interventions, elles tendent plutôt à se focaliser des deux côtés, c'est-à-dire sur les périodes de transition qui sont souvent un peu plus délicates pour les enfants, et puis en particulier quand on change de cycle, on change d'enseignant. Et le programme, il a aussi été réfléchi pour être constamment évalué, et donc on va s'intéresser un petit peu plus à ce côté-là. Donc on a prévu de savoir quand même, et ça paraît important, si le programme il fonctionne ou pas. Donc les indicateurs de réussite, c'est de savoir si la majorité des enfants qui présentent un TSA, ils sont scolarisés en école ordinaire. Mais, et important aussi que l'inclusion elle est maintenue dans le cours de la scolarité dans des conditions favorables. Donc des conditions favorables, ça veut dire qu'il y a un confort pour l'enfant, mais aussi un confort pour la classe, pour les familles et les intervenants scolaires, ce qui n'est pas rien. Pour ça, il y a des instruments de mesure avec lesquels on va pouvoir évaluer l'efficacité du programme, cette fois plus centré sur l'enfant. Et puis, on utilise le SSIS-RS, qui évalue l'adaptation sociale en milieu scolaire, le SCM, qui évalue la connectivité scolaire, celui-ci,
Et puis un carnet de route qui est accessible à tous les professionnels. Donc vraiment concrètement, on a un carnet comme ça. Et puis dedans, il y a les objectifs, leur évaluation régulière, le niveau d'aide qui est requis pour toutes les activités, et puis le suivi des composantes du programme avec par exemple l'agenda que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, je vous ai présenté ce programme et on va regarder un peu l'horizon plus loin pour voir à quoi ça pourrait bien servir tout ce travail qui a été fait et puis toute cette implication de plusieurs professionnels. Donc, pour prendre un petit peu de recul, il serait hyper intéressant d'ajouter la notion de père aidant à disposition des enfants qui suivent le programme, c'est-à-dire de prendre d'autres enfants, d'autres familles qui sont concernées par le TSA ou par des problématiques similaires et puis qui veulent bien donner des conseils, pouvoir témoigner, échanger des stratégies ou alors même participer à la conception du programme. J'aimerais aussi ajouter que le rôle de l'ergothérapie, c'est vraiment quelque chose qui est à construire au sein des milieux scolaires pour les années à venir, et en particulier dans tout ce qui est du domaine de l'inclusion et de la participation sociale. Aujourd'hui, donc, globalement, je vous ai présenté les ébauches de la théorie qui pourrait sous-tendre à une étude pilote. On n'est pas loin, hein. Mais il faudrait évidemment qu'on puisse co-construire ce programme avec des experts de tous les domaines. Et dans les experts, je prends aussi des familles et puis des enfants qui sont concernés par un TSA. Et puis, il serait intéressant d'essayer aussi ce programme dans le cadre d'une adaptation à une école pour en étudier la cohérence, la pertinence et puis la vraisemblance. Donc, ce serait vraiment chouette d'avoir un bâtiment qui puisse nous permettre d'expérimenter ce programme dans son ensemble, de mesurer qu'est-ce qui marche pas pour pouvoir faire un peu mieux la prochaine fois et puis le mettre accessible à plus de monde en même temps. Donc, si jamais, je vous invite vraiment, si cette présentation vous a parlé ou bien si vous avez des éléments pour lesquels vous n'êtes pas d'accord et puis vous pensez qu'il y a mieux à faire, c'est volontiers pour me contacter, pour pouvoir construire ensemble un projet, peu importe sous quelle forme finalement. Et puis pour conclure et avant de pouvoir échanger ensemble, ce programme, il se veut vraiment holistique. Et puis, il tient compte des besoins des enseignants, des intervenants du côté aussi santé sociale, des enfants et des familles. Il promeut une approche centrée sur les familles parce que c'est vraiment les parents qui sont les clés de voûte si on veut agir sur les enfants. Il s'intéresse aussi à la coordination des services et puis la collaboration interprofessionnelle. C'est-à-dire que si on a des ressources et des moyens, mais comment on va faire pour qu'elles fonctionnent pour tout le monde dans un même sens? Et puis pas que ce soit trop hétérogène en fonction de qui on croise sur son chemin. Et puis, il recherche des solutions et puis des moyens d'accès aux ressources, des formations adaptées pour pouvoir incarner ce modèle inclusif et pas le subir. Il vise à adapter tout l'environnement, puis pas uniquement intervenir sur l'enfant. Et puis, pour terminer, je crois qu'on peut dire que c'est un programme qui tend au développement d'une société inclusive, donc à tous les niveaux, depuis les mentalités individuelles de chacun jusqu'aux politiques socio-économiques. Voilà. Un grand merci pour votre attention, pour votre présence aussi ici ce soir avec le réseau Neurodev que je viens de rejoindre et dont je suis très heureuse de faire partie. Et puis, probablement pour la plupart aussi, un merci parce que vous êtes auprès des personnes avec un TSA. Je vous laisse ici mon contact si jamais. J'invite vraiment toute personne intéressée à concrétiser ce type d'intervention à m'écrire pour en discuter. Et puis, vous pouvez aussi me contacter pour toute remarque, demande ou information. Je suis actuellement en train de rédiger un pré-projet de thèse, et donc tous les conseils seront utiles pour la suite de mon parcours. Je me réjouis maintenant de vous entendre à propos de vos expériences d'inclusion scolaire et j'espère que c'est allé pour vous ce petit moment ensemble. Bravo Valentine, merci beaucoup pour cette présentation extrêmement riche, intéressante et très très bien présentée. Donc personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à t'entendre, t'écouter. Donc merci, je pense que l'ensemble de l'Assemblée se joint à moi pour te remercier pour cette présentation.
Alors, je voulais juste préciser que pour les personnes, en fait, je ne suis pas forcément certaine, mais j'ai l'impression que si vous voulez lever la main, vous pouvez le faire à travers le bouton réaction, lever la main, ou alors à travers participant, lever la main. Donc ça, c'est une façon de faire si vous voulez poser une question. Sinon, effectivement, déjà dans le chat, il y a un certain nombre, enfin, il y en a déjà quelques questions. Donc, Madame Sabine Christen, elle a demandé si tu peux éventuellement te prononcer sur comment seront proposées, enfin, comment serait proposée la formation pour les intervenants. Ah, alors, la formation pour les intervenants, elle serait proposée il y a plusieurs manières de l'envisager, mais de manière générale, il faudrait qu'il y ait trois axes, c'est-à-dire que un premier axe serait dédié à vraiment des formations qui sont accessibles à tous, mais pas obligatoires et qui sont disponibles dans la formation continue, si on veut aller plus loin, mais aussi avec des intervenants, par exemple quelqu'un qui lead le programme, qui va dans l'école et puis qui permet de former les intervenants dans les classes sur le moment, en fait, pour pouvoir avoir cette vision du programme avec un leader du programme. D'accord, merci. Nous avons une question, donc je vais dans l'ordre, de Sophie Seyla. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de cahier de suivi? Volontiers. C'est vraiment tous les éléments du cahier de suivi, ils sont plus en détail dans le lien que je vous ai envoyé et puis sur le site de la HETSL, dans le document en fait qui est l'explicatif de toutes les étapes du programme. Mais par contre, le cahier en soi, avec une édition et puis quelque chose de propre, il n'a pas été réalisé. Moi, je suis contente aujourd'hui d'entendre un peu vos commentaires et puis de voir aussi qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'inclusion scolaire. Et puis, visiblement, si vous êtes autant nombreux, c'est qu'il y a des gens qui vivent des situations par rapport à ça qui sont percutantes. Et du coup, c'est vraiment l'idée aujourd'hui de pouvoir sonder les gens pour pouvoir peut-être mettre en place justement quelque chose concrètement avec ce cahier et puis de se lancer dans cette aventure. D'accord, moi je continue avec les questions. Donc il y a beaucoup de gens qui posent, qui lèvent la main. Merci pour cela. Je continue juste dans l'ordre d'arrivage. Margui Majorès demande si voilà, tu as pu faire des parallèles avec des études ou programmes existants dans d'autres pays, notamment les anglophones, où l'inclusion scolaire est installée depuis plus longtemps. Et puis éventuellement, est-ce que ce sera intéressant pour construire quelque chose par ici? Oui, exactement. Il y a une slide avec plusieurs couleurs qui reprend en fait ces études dans d'autres pays. Il y a les pays anglophones et puis il y a d'autres choses, par exemple au Canada aussi, qui se font. Et tout ça, c'était vraiment la base théorique qui a construit le programme. Ce qui est un peu spécifique à celui-ci de programme, c'est vraiment qu'il est fait en fonction du contexte suisse romand, même du canton de Vaud plus précisément, et puis qu'il est vraiment applicable seulement dans ce contexte puisqu'il tient il prend en compte la littérature grise, ce que les gens ont pu dire au travers d'articles qui n'ont pas été publiés dans les articles scientifiques aussi. Donc, il y a les deux côtés. Oui, d'accord. Donc, est-ce que tu penses que du coup, ça répond à une certaine suite de questions, notamment, est-ce qu'on peut s'inscrire pour débuter ce programme avec un LFTSA sur Genève ou alors en Corse? Alors, il n'y a pas d'inscription dans le sens où ce programme est à construire avec moi si ça vous intéresse, mais je vous invite à m'écrire si vous êtes intéressé pour qu'on puisse voir dans dans quelle mesure on peut faire une première étude pilote, parce que vu qu'il n'a pas été co-construit avec les gens du terrain, c'est vraiment une première approche un peu comme un chapeau sur lequel on peut se baser pour pouvoir construire dans un milieu donné. Merci beaucoup. Et puis peut-être juste une toute dernière question qui était sur le chat. Si on peut s'inscrire, enfin si ce programme pourrait être réalisable avec un enfant qui présenterait un double diagnostic TSA et trisomie 21. Alors, il y a certaines parties qui sont vraiment spécifiques au TSA, puis d'autres qui rejoignent l'ensemble des troubles neurodéveloppementaux. Je pense que c'est faisable d'élargir un programme à plus d'enfants avec besoins particuliers,
Mais par contre, il faudrait revoir ce programme parce qu'il a été vraiment construit sur une littérature qui est spécifique au TSA. Après, voilà, c'est envisageable, mais avec certaines spécificités. D'accord. Maintenant, je laisse la place aux personnes qui ont levé la main. Nous avons d'abord Madame Marjorie Aubord qui, j'invite à poser sa question et ensuite baisser sa main. Super. Salut Marjorie. Salut Valentine, contente de t'entendre. Merci pour la présentation. On a pas mal travaillé sur l'inclusion scolaire avec des enfants TSA dans notre région. Et puis, ce que je peux vraiment soutenir dans ce projet, c'est le fait d'avoir vraiment la vision globale, de travailler sur plusieurs échelles en même temps, de donner le ressource aux familles et à pouvoir écouter aussi d'autres familles. Souvent, on donne des coordonnées de familles qui sont d'accord pour pouvoir échanger. Et puis, c'est vrai que ça, quand elles arrivent déjà avec le diagnostic, il y a tout un processus et puis une vie qui n'a pas été facile. Et puis, le fait d'avoir contact avec des familles qui ont traversé ça et puis où ça s'est mis en place d'une manière constructive, ça redonne un regain d'énergie et puis on peut mettre tout ça en place. Donc ça, c'est vraiment hyper primordial. Et puis, vraiment écouter les parents parce qu'il n'y a pas meilleur expert que les parents sur leurs enfants. Et puis ça, souvent, c'est encore quelque chose où il faut du temps pour que les différents intervenants puis l'école prennent vraiment... Non, chut. Pardon, prennent vraiment les parents comme partenaires complets dans l'inclusion. Oui. Donc, Ouais. voilà, moi, je peux vraiment qu'aller dans ce sens et je t'écrirai. Ok, avec grand plaisir. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup à faire aussi. Là, on a un chapeau qui permet de pouvoir vraiment travailler avec des éléments, des écrits scientifiques. Et puis, ben, ce qui manque, c'est cet espace d'application où on va changer les choses dans le terrain. Et puis, c'est sûrement ce que la plupart d'entre vous vivez maintenant aussi, hein. Oui, et pouvoir généraliser parce que même au sein même d'une même école, Oui, on a l'impression qu'à chaque enfant, en fait, on doit refaire le même chemin. Il n'y a oui. pas de généralisation des choses et du coup, ça prend beaucoup d'énergie pour tout le monde. Oui, énormément. Et puis pour les familles aussi, comme tu le dis bien, hein. Ouais, ouais. Je pense aussi qu'on a de la chance en Suisse romande parce que, en tout cas pour les enfants avec un TSA, il y a une forte participation associative avec Autisme Suisse romande ou d'autres organismes comme ça qui sont vraiment du partage de stratégies entre familles. Ça, c'est quelque chose d'aidant, mais il est temps qu'on aille chercher ces personnes et puis les parents pour pouvoir construire justement les interventions et puis structurer tous les moments informels ou formels d'ailleurs dans les réseaux pour favoriser l'inclusion. Merci. Merci à À toi, vous. merci beaucoup. Merci de baisser la main, comme ça on peut passer aux prochaines questions. Et puis voilà, donc on en a tout un paquet, donc essayez, si on peut essayer d'être relativement bref pour qu'on puisse ne pas trop dépasser le temps. Donc je donne la parole à Madame Glenn Ribeiro. Oui, bonsoir. Alors, moi, j'aimerais juste donner mon avis en tant que maman. J'habite en Valais et mon fils, il a 8 ans et tout ce que je viens de lire, c'est incroyable, mais c'est vraiment, on a déjà vraiment, c'est très similaire, on a déjà ça en Valais. Les enseignants travaillent beaucoup avec la famille. Mon fils, par exemple, maintenant, c'est la mode de Big Ben et Among Us. Alors, on est toujours en train d'échanger nos avis. L'école, ils essaient de travailler, alors l'enseigner enseigner des choses, mais avec ses intérêts. Et on a un groupe WhatsApp juste pour changer. On échange des photos, des stratégies. Et moi, je me sens vraiment privilégiée parce que les enseignantes, ils m'écoutent beaucoup, beaucoup. Je vois qu'il y a une enseignante à mon fils ici. Merci beaucoup, Ville. Je pense que ça serait intéressant de parler avec la structure, par exemple, TSA à Martigny, parce que moi, ce que je viens de voir que vous avez présenté, moi, c'est vraiment ça que je vis ici à Fuy. Alors, merci beaucoup et je pense que
oui, ça, c'est bien autant que maman, des parents, c'est très important pour nous savoir que les enseignantes, ils nous donnent l'importance. Alors, merci beaucoup pour toutes les professionnels qui sont là. Alors, voilà. Merci. Génial, c'est vraiment génial et puis touchant de voir comme vous vivez positivement. Et puis c'est super, alors il faut absolument qu'on se calque sur ce que vous vivez en tant que maman. Tout à fait. Merci. Oui, juste pour dire qu'il y a eu le commentaire de Frédéric Blanc qui a dit que c'est relativement pareil sur Fribourg, où justement il a pu reconnaître un modèle très proche. Donc voilà, peut-être le Valais et Fribourg peuvent être finalement des modèles Oui. pour ce genre de programme. Je vais peut-être juste basculer sur le chat sur une question. En fait, il y en a eu 2 questions relatives aux finances. Donc, avec Madame Karine Pratino qui demande quel serait le coût d'un tel programme pour des élèves à l'école publique, ainsi que Madame Isabelle Tuillier qui demande comment le programme pourrait-il être financé. Oui. Alors, par rapport au coût, il n'y a pas un calcul spécifique qui a été réalisé qui soit précis, mais par contre, dans le document, vous allez pouvoir trouver toutes les choses qu'il faudra penser à financer, c'est-à-dire autant les thérapeutes qui seront impliqués, qui est-ce qui va pouvoir donner les groupes de compétences sociales, qui est-ce qui va pouvoir s'impliquer pour pouvoir coordonner et puis faire en sorte que le carnet de route du programme soit pris en charge. Tout ça, c'est des choses qui ont été pensées, mais par contre, dont les montants ne sont pas encore réalisés. Et puis, par rapport à qui peut financer, ça reste ouvert. Et je pense que le service d'enseignement spécialisé, le CESAP, dans le canton de Vaud, est un acteur privilégié pour mettre en place ces actions de coordination. Après, ça peut être aussi d'autres financements, mais je penserais à ce genre d'infrastructure en particulier. Très bien, merci beaucoup. Je passe la parole à Madame Barbara Nivet. Bonjour, c'était juste pour témoigner. Alors nous, on est plusieurs là, on est professeurs ressources autisme en France. Et donc notre métier, c'est d'accompagner les équipes éducatives, donc les familles, les enseignants. Alors chez nous, on dit AESH, ce sont les accompagnements de vie scolaire auprès des enfants en classe. Et du coup, on est très, très intéressé par ce genre de projet parce qu'en France, c'est comme j'imagine en Suisse, il y a des disparités énormes dans les fonctionnements des établissements ou des écoles. Et voilà, on trouve ça intéressant. Et pour ma part, j'ai travaillé un peu sous cette forme de modèle dans un dispositif qu'on appelait Ulysse. Donc, on est un enseignant spécialisé et on travaille au sein d'une école ordinaire et on accueille les enfants en regroupement tant que de besoin. Et moi, je me suis basée vraiment sur un travail de formation de tous les enfants de l'école et de tous les personnels de l'école. Et ça a créé, donc j'ai mis un article en lien que j'avais écrit à l'époque, et ça a vraiment créé une émulsion intéressante pour tous les enfants. Et en fait, ça a fait avancer tous les enfants dans tous les domaines. Et mon travail de recherche, il était basé sur les représentations au départ des enfants. Et tout ce travail autour de l'inclusion a permis de faire vraiment évoluer les représentations des enfants non TSA et de faire avancer et créer des vrais liens d'amitié. Et puis, ce que vous proposez, ça me fait aussi penser, là, on met en place des dispositifs d'autorégulation. Ça vient du Canada, Stéphane Boulm, que peut-être vous connaissez. Et je trouve que ça implique de la même manière les professionnels, je ne sais pas comment on les appelle en Suisse, mais du médico-social, enfin, ou en libéral, hein, et les familles et l'équipe pédagogique, et tout le monde est formé en fait. C'est ça qui est génial, c'est que les parents sont formés, les enseignants sont formés, l'animateur de cantine est formé. Donc et je trouve que c'est gage de réussite. Bon, j'ai pas d'études, hein, mais en tout cas, voilà. Donc merci beaucoup. Oui, il y a aussi le programme École Santé Famille qui existe au Canada, qui est un petit peu dans la lignée dont vous parlez et qui permet aussi de regrouper un peu tout le monde autour d'une vision commune et puis de compétences aussi qu'on essaye de donner à chacun au même titre. Ouais, en tout cas, alors volontiers, si vous aimeriez qu'on puisse partager sur vos expériences en France, ce serait aussi intéressant d'avoir un point de vue sur toute la francophonie. Surtout si ça donne lieu à un pré-projet pour un éventuel doctorat. Alors là, ce serait vraiment très intéressant. Avec plaisir. J'aimerais juste mentionner qu'il y a Madame Sylvie Bonneau qui a écrit que sur Vaud, il y a aussi le dispositif Dino
qui accompagnent des enfants TSA inclus en école ordinaire. Donc, ça peut être effectivement un autre type de modèle voilà, qui serait très proche en fait de ce programme. Oui. Alors, merci de baisser les mains pour ceux qui ont pu prendre la parole. Je donne la parole à Madame Emeline Andréoli. Oui, bonjour. Alors moi, je suis maman de 4 enfants, dont 2 TSA. Et puis, je voudrais vous remercier pour cette présentation parce que voilà, si j'avais eu un dispositif comme celui-là pour mes enfants à l'école, ils y seraient encore. Je les ai déscolarisés actuellement et je fais l'école à la maison depuis 4 ans. Donc, je me suis formée en autisme pour les accompagner. Mais c'est vrai que de voir un dispositif comme celui-là, voilà, j'espère vraiment que ça pourra voir le jour un jour en Suisse. Parce que voilà, ce serait très très bien pour les enfants, pour les familles. Il y a tellement de manquements de la part de l'école aujourd'hui, à tous les niveaux. Hein. Donc voilà, et puis c'est vrai que nous, en ayant déscolarisé les enfants, le discours qu'on a de la part de la DGO sur vous, en tout cas, c'est de dire c'est votre choix d'avoir déscolarisé, donc on ne vous aide pas parce que vous avez choisi de plein gré de faire l'école à la maison, alors qu'en fait, c'est juste le résultat de tout ce qui s'est passé à l'école. En fait, on n'a vraiment pas le choix. On le fait pour que nos enfants survivent. Et finalement, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment compris aujourd'hui. La détresse des enfants autistes à l'école, quand il n'y a pas de programme global, en fait, pour les accompagner. Merci beaucoup pour votre témoignage. Ça met aussi un peu en lumière les disparités puis l'hétérogénéité par rapport à l'intervenante qui était aussi une maman juste avant. Moi aussi, dans mon parcours clinique, j'ai vraiment eu affaire à beaucoup de parents qui étaient en souffrance, mais aussi qui ont développé énormément de compétences sur l'autisme, sur la pédagogie, sur la manière de soutenir leurs enfants. Et puis, je suis vraiment persuadée que c'est des énormes ressources aujourd'hui. Alors oui, vous avez, je pense, eu beaucoup de souffrance là derrière, mais vous êtes une énorme ressource pour construire ce genre de programme maintenant que vous savez ce qu'il faut pas. Vous avez fait des essais, des erreurs, vous êtes revenu, puis maintenant, vous avez sûrement trouvé quelque chose qui puisse fonctionner le mieux possible aussi pour votre enfant. Et ça, c'est intéressant aussi de pouvoir prendre en compte. Est-ce que vous avez eu, je veux dire, est-ce qu'il y a des contacts avec les directions scolaires des différents cantons pour le moment pour parler de ce programme ou pas encore? Alors, il a été présenté au CESAF à une occasion, mais sinon, c'est vraiment le début. Ce qu'on a fait, par contre, c'est qu'il y a quelques enseignants ou quelques ergothérapeutes aussi, des enseignants spécialisés qui ont fait quelques composantes. Par exemple, nous, on a mis en place le groupe de compétences sociales et puis on avait quelques enfants qui venaient de chaque bâtiment. Après, on a pu aussi expérimenter le fait de pouvoir adapter les classes ou de pouvoir intervenir en classe. Et puis, toutes ces petites composantes aussi de coordination avec des trames de rapport, une communication intensive entre les enseignants puis le monde de la santé. C'est des choses qui ont été essayées, mais qui n'ont pas été généralisées dans l'aspect global du programme. Puis finalement, je pense que c'est vraiment ça sa plus-value, c'est qu'il prend en compte les différentes choses à faire aux différents moments clés, en fait. Donc non, ça n'a pas encore été fait. D'accord. Merci. Merci à vous. Alors, je reviens à une question du chat de Madame Karine Pratino. Est-ce que ce programme peut être réalisé avec des adultes TSA qui ont une bonne autonomie? Donc, par rapport à la question, est-ce qu'il pourrait contribuer à construire le programme pour les plus jeunes ou est-ce qu'il pourrait aussi bénéficier de ce programme? Alors bonjour, je rebondis, Karine Pratino. Donc je suis enseignante avec beaucoup d'élèves TSA. Je suis à la direction d'un établissement primaire de Lausanne. C'est très intéressant parce que nous, par exemple, on n'a jamais su, malgré que le CESAF a été informé, on n'a jamais su ce genre de programme qui peut exister et mettre en place dans les classes. Nous, nos enseignants souffrent énormément avec le peu de ressources que nous avons. Et donc, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, moi, ma question, c'était justement, est-ce que des adultes, parce que c'est gentil les enfants, mais ils deviennent grands aussi, oui. Est-ce que pour nos enfants qui deviennent adultes, est-ce qu'il y a ce type de projet qui peut être mis en place? Ça, c'était ma question. Puis ma deuxième question, c'était, est-ce qu'il existe aussi des groupes de compétences sociales? Parce que là aussi, il faut bien savoir qu'à 20 ans, tout s'arrête, oui. Comme si l'autisme disparaissait. Et puis, c'est
c'est très handicapant pour les jeunes qui ont souvent une maturité pas forcément à niveau à 18 ou 20 ans, et de tout arrêter comme ça d'un coup. Donc voilà, ma question c'était est-ce que pour les jeunes adultes avec légère déficience, parce qu'il n'y a pas que des TSA avec bonnes compétences, est-ce que des groupes de compétences sociales existent et est-ce qu'un tel projet pourrait être mis en place avec des ateliers protégés ou des formations initiales de l'AI? Oui, alors par rapport à cette question, le programme il a été réfléchi pour s'intéresser à une problématique cible qui est quand même assez spécifique, c'est-à-dire ce gap qu'on trouve dans l'inclusion scolaire. Et puis, donc, il a été réfléchi pour que plus tard, il y ait plus de possibilités d'avoir de l'emploi, d'avoir des formations, dans le sens où on sait que si on garde ces enfants en école ordinaire, ils auront plus de chances d'y arriver. Mais ce n'est pas un programme qui est spécifique à l'insertion professionnelle. Ce serait génial d'en faire un aussi, hein. C'est juste que ça a été réfléchi en fonction des paramètres plutôt de l'école obligatoire. Et après, il faudrait pouvoir réfléchir la suite du programme vraiment en identifiant les problématiques qui sont spécifiques à ces moments de transition vers l'âge adulte. Il y a des ressources qui existent déjà par rapport à ça. Par exemple, le Autismus Link, qui est quelque chose à Berne, qui propose des aides au logement et puis des aides à l'emploi pour les personnes avec TSA. Par contre, au niveau des groupes de compétences sociales, à ma connaissance, bien sûr, je ne connais pas tout ce qui existe, mais je ne connais pas qui sont spécialisés dans les adultes et les compétences sociales et l'autisme à Lausanne. Par contre, il existe des groupes de partage pour les adultes avec différentes pathologies ou des choses un peu moins spécifiques, mais je ne connais pas. Peut-être quelqu'un d'autre connaît, hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Je lis la question une question en fait, on ne sait pas qui c'est, concernant en fait le module 20 heures. Est-ce que ce programme pourrait compléter justement ce module 20 heures, donc qui est spécifique au canton de Vaud? Oui, oui. Le module 20 heures est quelque chose qui permet aussi un des axes de formation pour les professionnels et puis d'accompagnement. Il est actuellement aussi en évolution, c'est-à-dire que je pense que les différents intervenants du module 20 heures vont pouvoir aussi évoluer dans la manière de pratiquer ce module, mais clairement, c'est une des ressources importantes à utiliser et pourquoi pas à intégrer carrément au programme avec un leader du programme qui soit aussi inclus dans le module 20 heures. Merci. Juste pour rebondir à la question de tout à l'heure par rapport au groupe de compétences sociales, merci à Amandine Kautou qui a fait un commentaire. Donc, vous pouvez lire ce qui a été mis dans le chat. Je passe la parole à Madame Maryse Lacombe pour sa question. Alors, attendez, je pense qu'on ne vous entend pas. Vous devriez activer votre micro. C'est en bas à gauche. C'est bon, voilà. Ça marche? Oui. Très bien. Oui. Bonjour. Je voulais vous remercier, Madame, pour votre intervention, parce que ça démontre vraiment qu'il y a de nombreux pays qui, à l'heure actuelle, réfléchissent à cette politique d'inclusion et à cette volonté de faire participer tous les élèves à l'école. Je m'adresse à vous au titre de ma mission. Je suis missionnée auprès de la délégation interministérielle de l'autisme en France. Et je suis missionnée pour appuyer le déploiement des écoles d'autorégulation dont Madame Barbara Nivedos vous a parlé tout à l'heure. Et je retrouve beaucoup de similitudes, en effet, entre ce que vous avez présenté et ce que nous prônons. Alors, la secrétaire d'État en France, Madame Cluzel, a décidé de mettre un accent fort sur le déploiement de ces écoles pour permettre, en effet, tout ce que vous avez présenté, que je retrouve entre la formation des enseignants, la participation des regards croisés de tous les professionnels, les groupes d'habileté sociale. Alors, c'est un modèle, en effet, c'est un modèle. J'aime pas le terme de modèle, c'est une démarche
qui nous vient essentiellement en effet des pays nord-américains et notamment du Canada. Vous avez cité en effet l'éducation à la santé qui est généralisée. Moi, je parlerai de la Canadian Self-Regulation qui avait été mise en place et qui fait que on s'est appuyé sur cette démarche là-bas, mais qu'on a transféré au modèle français. Parce que comme vous l'avez très bien dit, les enseignants nécessitent une formation en France que n'ont pas besoin certainement les enseignants canadiens puisqu'ils ont la pédagogie explicite dans leur bagage initial. Ils ont pas les enseignants français n'ont pas de notion sur les fonctions exécutives, ce qu'ont les enseignants canadiens. Donc on voit bien que chaque pays a besoin d'adapter en fonction des ressources mêmes qu'elle a dans son territoire. En tout cas, si vous voulez, il y a une recherche en cours en France qui est portée par Leslie Amiot, qui est chercheur à l'université de Rouen sur les écoles d'autorégulation. Et si vous voulez, vous pouvez très bien la contacter. Et elle vous donnera les résultats de sa recherche, puisque sa recherche, elle doit présenter le rapport là au mois de juin. Et donc, vous pouvez très bien. Et puis, vous pouvez aussi, j'essaierai peut-être de vous contacter pour que vous puissiez nous dire aussi comment vous envisagez les choses. Avec grand plaisir, vraiment. Et puis, je suis assez convaincue que la démarche qui est utilisée pour fonder les programmes, celle que je vous ai présentée, elle est assez spécifique au contexte et puis elle tient compte de littérature grise, des terrains et puis aussi de la littérature internationale. Et c'est seulement en faisant ce mix entre toutes ces choses qu'on arrive vraiment à faire quelque chose qui a du sens dans le contexte. Parce que, comme vous l'avez dit, on ne peut pas simplement transposer ce qui se fait ailleurs, même si on trouve que ça a des avantages. Et puis, il y a aussi forcément des désavantages dans les autres modèles, finalement. Exactement. Donc, il faut être adaptable, comme vous l'avez présenté dans votre présentation. Merci beaucoup de votre partage. Et puis, je me réjouis alors qu'on ait des contacts pour aller un peu plus loin. Très bien. Merci. Merci à vous. Oui, Madame Lacombe, éventuellement, si vous pourriez juste mettre le nom de la personne qui effectue cette étude dans le chat, comme ça. Je vous le mets dans le chat. C'est parfait, merci beaucoup. Et je passe la parole à Monsieur Antoine Grémou. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation. On m'entend? Oui, merci beaucoup à vous. Bonsoir. Voilà. J'ai l'occasion de travailler dans des projets d'inclusion scolaire sur Fribourg. Mes élèves sont plutôt à la fin de la scolarité obligatoire. Et puis, j'interviens simplement pour demander à tous et toutes qu'on se mette ensemble pour se battre, pour obtenir que l'inclusion scolaire ne se passe pas que pendant la scolarité obligatoire. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il a toujours fallu se battre pour l'inclusion des personnes avec TSA comme des autres personnes avec des besoins particuliers, successivement à tous les niveaux. Je me souviens par exemple des enseignantes en classe enfantine qui avaient au tout début de l'inclusion scolaire besoin de négocier avec leurs collègues parce qu'elles donnaient le droit à ces enfants particuliers de mettre un pied dans l'école et ça faisait peur aux personnes qui allaient les prendre en charge ensuite. Il a fallu bien sûr négocier au niveau primaire, ça a été un petit peu plus difficile pour obtenir que le secondaire 1 accepte nos élèves. J'ai vécu encore l'année dernière une situation dans le secondaire 1 où plusieurs enseignants sur une classe, en voyant uniquement un jeune homme qui arrivait dans leur classe, disaient « Ah non, là ça suffit, votre histoire d'intégration, ça va beaucoup trop loin ». Et puis ils n'avaient pas rencontré la personne, ils ne l'avaient que vue. Heureusement, ça a bien tourné, tout le monde a été très heureux d'avoir cette personne dans l'école. Malgré tout, il y a encore un coup de frein ensuite quand il s'agit d'aller vers les écoles supérieures, simplement parce que les adaptations qu'on a pu mettre en place dans le circuit obligatoire ne peuvent plus être acceptées ensuite pour des raisons qu'il faut faire tomber maintenant. J'ai par exemple un élève qui n'a pas suivi les cours d'anglais parce que la communication est particulièrement difficile, à plus fort titre dans une langue étrangère, et il a décidé de se concentrer avant tout sur l'apprentissage de l'allemand comme langue étrangère, mais ça faisait trop que d'en avoir deux. Aujourd'hui, on lui indique que c'est soit il accepte d'être noté en anglais, soit il ne participe pas à l'école supérieure pour laquelle il est très bien fait par ailleurs. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour réussir.
Alors c'est trop dommage que des projets magnifiques doivent se stopper comme ça. Donc simplement un appel pour que on travaille ensemble à obtenir que l'inclusion, ce soit pas seulement à l'école obligatoire. Le but, c'est bien l'inclusion sociale, associative et professionnelle à l'âge adulte aussi. Merci. Oui, oui, vous soulevez trois problèmes, hein, je pense. Le premier qui concerne vraiment l'école, où c'est vrai que c'est assez récent, cette politique d'inclusion scolaire, et puis que certains enseignants ou certains établissements scolaires peuvent aussi ressentir comme le fait de subir l'inclusion plutôt que de l'incarner ou d'en être acteur. Et puis ça, c'est une problématique que ce programme tend à régler, mais par contre, alors c'est vrai que quand j'ai commencé à me pencher sur l'inclusion, j'aurais bien voulu prendre en compte toutes ces choses, et ce sera probablement des travaux qui seront aussi réalisés dans un second temps, mais c'est déjà tellement complexe et complet le fait de pouvoir trouver comment réussir à donner la chance aux élèves de pouvoir être admis dans les écoles supérieures, c'est-à-dire de ne pas les mettre directement en école spécialisée, parce qu'on voit les différences entre les trajectoires qui sont quand même flagrantes. Et puis après, il va falloir aussi travailler sur la deuxième partie, la transition à l'âge adulte et puis la formation professionnelle. Et ensuite aussi toute la question de l'insertion professionnelle et de l'accompagnement de ces personnes. Parce que comme vous l'avez soulevé aussi, et c'est le troisième point que vous avez relevé, il me semble, c'est que on ne cherche pas à donner plus de compétences que ce qu'elles en ont à ces personnes, mais on cherche vraiment à pouvoir montrer les compétences, à pouvoir les soulever plutôt que de les écraser par des autres paramètres, comme par exemple les attentes implicites ou les choses comme ça. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec vous, on va travailler tous ensemble. Merci. Extra, mais il me semble que nous arrivons à la fin des questions sur le chat. Bon, il y a eu une question qui est un peu une question boîte de Pandore. Comment convaincre les autorités pour financer plus ce genre d'initiative? Alors effectivement, là, je pense qu'ils vont mieux ouvrir un verre de vin et commencer la soirée pour discuter de tout ça. Ouais. Pourquoi pas organiser un autre événement qui porte justement sur cette question. À présent, donc, nous avons plus de questions plus précises, ou alors de main levée. S'il y a encore une dernière question que quelqu'un aimerait poser, alors c'est le moment. On peut attendre encore quelques minutes. Alors voilà, il y a une question. Je passe la parole à Guide. Oui. Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Oui. Pardon. Alors, je suis maman d'un enfant de 8 ans, Tessia, et on a eu l'équipe mobile Tessia Douchouv qui est venue à l'école, mais ils sont restés que 3 mois. Donc, c'est un peu dans les mêmes bases de programme que vous annoncez. Donc, 3 mois, ça passe tellement vite, il n'y a pas tout qui est vu. Mm-hmm. Donc, après que l'équipe s'est absentée, mon fils, il a eu donc, il est verbal, il n'y a pas de souci par rapport à ça, pas trop de comportement dans la classe. Mais il refusait de travailler, il boudait. Donc, il est hypersensible, très sensoriel. On pense qu'il a senti quelque chose, donc ce n'était pas le bon moment pour lui. Ça a duré peut-être 2-3 semaines. Et avec ces 2-3 semaines, qu'est-ce que l'école nous dit? Il faut le sortir de l'école ordinaire. Donc, je pense qu'il faut vraiment travailler dans l'inclusion de ces enfants. Oui. Ce programme, il sera pour plus de temps s'il est appliqué. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça, d'après avoir vraiment un bon suivi derrière avec l'école? Parce que là, c'est aussi un souci que ces maîtresses ont peur
su répondre à ce qui s'était passé. Donc, c'était un refus pendant peut-être quelque temps, mais sans chercher vraiment d'où venaient ces refus, voilà. Ouais. Que là, je peux dire, c'est passé déjà 1 mois et demi et tout va mieux, donc il travaille comme il faut. Donc, c'est là que je ne vois pas pourquoi l'enlever de l'école ordinaire. Ouais. Ça prend du temps aussi, hein. Souvent, les transitions, c'est des moments clés qui sont importants en général. Ouais. Alors, le programme, il est prévu pour pouvoir justement être là à chaque changement de cycle et puis de manière continue, c'est-à-dire qu'on a certaines composantes qui vont venir toujours à l'année et puis on a certaines composantes qui vont venir à des endroits, à des moments clés qui ont été identifiés comme un peu difficiles dans la scolarité. Par exemple, les transitions. Souvent, c'est plus difficile quand on passe de la 2P à la 3P ou de la Il est en 4P. Exactement, il y a des étapes de transition comme ça qui sont identifiées comme plus compliquées que d'autres. Et puis là, il y a plus de renforcement de mesures, alors que dans d'autres moments, il y a peut-être un peu plus de place pour l'autonomie de l'enfant, parce que c'est aussi important à prendre en compte. Et c'est que je trouve que c'est pas que pour lui, peut-être pour les autres, c'est qu'il a un peu chamboulé mon fils, c'est cette histoire de Covid, le premier confinement. Donc, c'est là qu'il a fait un peu décrochage. Il a passé pour une phobie scolaire parce qu'il avait peur de toucher, de faire les choses, parce que c'est un enfant quand même TSA. Donc, si quelqu'un le dit, maintenant, à partir de maintenant, tu ne peux pas jouer avec les autres enfants, tu ne peux pas toucher. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je pense que ça n'a pas été pris en compte vraiment avec lui. Oui, c'est une période très particulière et puis très difficile hein, pour les personnes qui ont des difficultés justement d'adaptation, de flexibilité mentale. C'est particulièrement compliqué. Oui. Voilà, merci beaucoup. J'étais un peu... Donc, parler de tout ça, c'est difficile hein, pour les parents. Ouais. Voilà. Merci beaucoup pour tout. Souvent, c'est difficile pour les parents, puis c'est aussi difficile de l'autre côté pour le corps enseignant. Et puis, c'est pas évident de trouver comment accorder tout ça. Merci en tout cas de votre témoignage. Merci. Alors, nous avons largement dépassé le temps donc, de la conférence qui était jusqu'à 6h30. Nous avons quand même une autre personne qui souhaite réintervenir. Valentine, je te laisse la décision si tu préfères qu'on prenne encore cette question maintenant ou si tu souhaites qu'en fait, on demande aux personnes qui auraient d'autres questions de tout simplement t'adresser un email. Donc, à toi de décider. On peut continuer et puis ceux qui doivent partir, bien sûr, se sentent libres de partir. Moi, je reste volontiers et si jamais il y en a qui ont des questions mais qui veulent pas attendre, alors vous pouvez volontiers m'écrire, je serai disponible. D'accord. Alors, sauf erreur, il y en a juste une question, c'est donc de Madame Karine Pratino, donc volontiers pour prendre la parole. Alors, merci. Moi, c'est très court. Je rebondis au témoignage de Guida. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je pense qu'il faut qu'elle se batte parce que dans le canton de Vaud, je n'ai pas compris où son fils était enclassé, mais dans le canton de Vaud, on a quand même le concept 360 qui est sur le marché. Les parents peuvent faire une demande d'ouverture de PES, de procédure d'évaluation standardisée au CESAF. C'est les parents qui en font la demande. Et une fois qu'on met cette procédure en place, les choses, elles bougent. Moi, je suis horrifiée d'entendre un tel témoignage, surtout quand il n'y a pas de troubles du comportement, parce que pour les enseignants dont je fais partie, ce qui est très difficile à gérer, c'est les troubles du comportement, parce qu'on n'a pas forcément les ressources et l'aide en classe, surtout les aides adaptées. Mais je pense qu'il faut qu'elle se batte et puis qu'elle demande une ouverture de PES rapidement pour que son enfant soit réintégré à l'école ordinaire. Voilà, c'est le concept 360, c'est Madame Amarel qui l'a décidé. Donc, je pense qu'il faut vraiment se battre pour ça.
Merci, ça me fait vraiment très plaisir d'entendre que c'est quelqu'un du milieu scolaire qui prend cette position. Moi, c'est vrai qu'en tant qu'ergothérapeute et puis clinicienne pendant plusieurs années, j'ai entendu beaucoup de témoignages de souffrance de la part des parents et ça me fait vraiment plaisir d'entendre un témoignage issu du milieu de l'école. Merci. Magnifique. Avec plaisir. Et j'espère que les choses changeront. Oui. Oui, effectivement. Alors, ben voilà, je pense qu'on est arrivé vraiment là au bout. Donc, il y a énormément de personnes qui te remercient, Valentine, dans le chat. Je vais sauvegarder la discussion. Oui, si tu peux, parce que je n'ai pas eu le temps de lire. Non, c'est normal, on ne peut pas être autant en multitasking que ça. Donc, voilà, donc moi, je souhaite vraiment te remercier vivement pour ta présentation, ainsi que pour ce riche moment d'échange. Merci encore. Merci à toutes les personnes qui étaient là ce soir, celles qui ont dû déjà partir, les personnes qui ont intervenu, qui ont posé des questions ou alors qui ont en fait même partagé des informations, même des articles. Il y a eu dans le chat. Donc, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine conférence de notre réseau de compétences NeuroDev. Donc, gardez bien notre lien, le lien pour notre réseau de compétences, donc de cette de NeuroDev en tête. Nous organisons systématiquement ce genre d'événements et donc on se réjouit de vous revoir à une autre occasion. Merci encore, Valentine. Merci beaucoup. Merci à tous. C'était vraiment un moment d'échange chouette et j'espère qu'on pourra construire des choses tous ensemble. N'hésitez pas à me contacter. Et puis merci Nevena pour l'animation de la discussion et tout ça. Bien sûr. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci Valentine. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir, merci beaucoup. Toute bonne soirée.